Chers étudiants du second semestre de la première année droit en français, bienvenue à notre cours de la théorie générale de droit constitutionnel. Aujourd'hui, ce serait notre deuxième cours, notre deuxième séance. Et après avoir introduit notre cours dans une première séance, aujourd'hui, nous allons parler de la théorie ou de la notion de l'État. Donc, comme je l'avais bien fait pendant la première séance, je vous ai donné une vue générale sur notre cours. Et aujourd'hui, nous commençons par la notion de l'État. La notion de l'État est très complexe, si je peux dire. Est-ce qu'on arrivera même si on consacre tous nos cours peut-être à l'État, on n'arrivera pas à faire le tour de tout ce qui a été dit autour de l'État, toutes les théories qui ont traité l'État ou essayé de définir ou de s'approcher de ce que c'est qu'un État. Normalement, en droit international public, on définit l'État par ses éléments constitutifs, à savoir un territoire, une population et un pouvoir politique ou une organisation politique. Mais cela reste donc insuffisant peut-être pour pouvoir comprendre la nature de l'État. Et c'est ce qui va nous pousser par la suite à aller chercher aux origines de l'État et aller chercher dans les rapports de l'État ou entre l'État et le droit. Donc, comme j'ai dit, c'est ainsi que il sera divisé notre cours en notre chapitre, notre premier chapitre qui est la notion de l'État. Tout d'abord, je trouve important qu'on commence par une section qui parle de ces éléments constitutifs de l'État. Et comme j'ai dit, vu que ce n'est pas suffisant, bien sûr, en fait, ça reste une définition juridique, mais qui n'est pas suffisante. Et pour faire le tour un peu, pour comprendre la profondeur de cette notion qui est l'État, donc nous irons dans une seconde section, nous irons chercher dans la nature et aux origines de l'État, et dans une troisième section aller vérifier les rapports entre l'État et le droit. Alors, pour notre première section, qui serait intitulée « Les éléments constitutifs de l'État », et cela constitue une première approche un peu de ce phénomène de l'État, de la notion de l'État, de la théorie de l'État, vous l'appelez quand vous voulez, malgré les nuances entre chaque terme. Voilà, nous n'allons pas prétendre malgré cela de faire la théorie de l'État, donc on va peut-être faire un peu ou s'approcher de la notion de l'État. Alors, selon la convention de Montevideo, signée en 1933, c'est une convention sur les droits et les devoirs de l'État.
Et comme je vous ai dit au début de cours, là nous sommes dans le droit international. Quand on parle de convention, on est au niveau de droit international public. Alors cette convention donne une définition à l'État qui le caractérise par plusieurs éléments constitutifs. Donc, pour la Convention de Montevideo, un État doit être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini et être doté d'un gouvernement et être apte à entrer en relation avec les autres États. Ce qui va nous intéresser là, c'est les trois éléments constitutifs ou les trois premiers éléments constitutifs, à savoir peupler en permanence, contrôler un territoire et doté d'un gouvernement. Donc c'est ce qui fera l'objet de notre cours d'aujourd'hui, à savoir un territoire, une population et un gouvernement. Ce sont en quelque sorte les trois éléments de nature politique qui caractérisent aujourd'hui un État moderne. Ce sont, comme j'ai dit, les trois éléments de nature politique qui caractérisent aujourd'hui l'État moderne. Un État exerce son autorité sur un territoire délimité par des frontières naturelles ou artificielles, terrestres ou maritimes et aériennes. Ensuite, un État dispose d'une population composée de nationaux et étrangers. Enfin, l'État exerce son pouvoir ou sa souveraineté sur la totalité de son territoire. Alors, il s'agit de territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Un territoire défini. En fait, le territoire de l'État est délimité par des frontières, comme j'ai dit, et contribue à forger un sentiment d'identité commune pour tous les habitants. C'est-à-dire, quand on fait partie d'un territoire donné, il peut y avoir un sentiment d'identité commune qui va être forgé. Quand on fait partie de la même commune, de la même tribu, de même quartier parfois, donc c'est ce sentiment-là d'appartenir à un territoire donné. Sauf que pour l'État, c'est plus grand, bien sûr, qu'un quartier ou qu'une commune ou qu'une région. Alors, historiquement, la constitution de l'État s'est accompagnée d'une fixation progressive d'un territoire sur lequel l'État exerce son autorité. C'est ainsi que nous pouvons dire que il n'y a pas d'État sans territoire.
même si il y a eu des États qui ont pu être reconnus par la communauté internationale sans que leur territoire soit clairement délimité, comme la Pologne après la Première Guerre mondiale. En fait, un territoire dont l'intégrité est souvent consacrée par les constitutions est ainsi un espace de sécurité pour ses habitants. Si nous voudrions parler de la configuration, par exemple, d'un territoire, nous pouvons dire que la dimension territoriale est sans effet sur la qualité de l'État. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des grands États ou petits de taille, mais cela n'affecte en rien la qualité de l'État. Donc il n'y a aucun critère de taille ou de continuité de territoire. Donc, comme j'ai dit, ce territoire, il peut être d'une taille très petite, comme le Vatican, comme l'île ou les îles Nauru, Nauru, qui s'étend sur 21 km². Le territoire, il peut être aussi composé d'un ensemble d'îles, comme l'Indonésie, ou de portions de territoire non directement reliées entre elles. Donc, ce territoire, il peut être fractionné. On peut avoir aussi, ou donner l'exemple de la France et ses départements d'outre-mer. Les États-Unis avec l'Alaska et les îles Hawaï. Donc, comme j'ai dit, ce territoire peut être fractionné ou aussi enclavé. Si on prend l'exemple de Berlin-Ouest avant la réunification de l'Allemagne, les frontières, quant à elles, les frontières terrestres d'un État doivent être définies. En règle générale, elles doivent être définies malgré ou même si il existe certaines zones floues ou contestées, bien sûr. Donc, en règle générale, nous avons des frontières qui sont délimitées de principe, mais la pratique internationale fait que il existe toujours des zones floues pendant les délimitations ou des zones contestées entre un ou plusieurs États. Les frontières maritimes, quant à elles, quand elles existent, bien sûr, puisque
Il y a des États qui ont des frontières maritimes, d'autres non. Donc les frontières maritimes, quant à elles, sont, lorsque cela est possible, de 12 000 marins. De 12 000 marins. Comme j'ai dit, quand c'est possible, c'est-à-dire, imaginons que ces 12 000 marins ne séparent pas un État d'un autre. Si on prend par exemple l'exemple du Maroc et de l'Espagne, du côté nord, il n'y aura pas 12 000 marins entre les deux, puisque la distance qui sépare les deux continents, mais les deux pays ne dépasse pas les 20 km. Ne dépasse pas les 20 km, ce qui fait que chaque État ne peut pas avoir ces 12 000 marins en comptant ses frontières. Donc ce qui fait que, comme j'ai dit, quand c'est possible, les frontières maritimes sont de 12 000 marins avec une zone économique exclusive, qui n'est pas considérée comme une zone de souveraineté. Mais chaque État peut exploiter, bien sûr, les richesses qui existent dans cette zone économique exclusive. Donc ce n'est pas une zone de souveraineté, mais on peut exploiter les richesses de cette zone-là. Alors la zone économique exclusive est fixée dans les 200 000 marins. 200 000 marins. Et il n'y a pas de critère de taille ou de continuité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des États grands, des États petits. En ce qui concerne la continuité, les États peuvent être composés d'un ensemble d'îles, comme l'archipel de l'Indonésie, ou de portions de territoire non directement reliées. J'ai donné quelques exemples, comme celui de la France, des États-Unis, et ainsi de suite. Et il faut aussi signaler que ces frontières peuvent être aussi naturelles ou artificielles. Donc, ils peuvent être naturels comme comme les lignes de crête, des formes géographiques qui séparent ou qui partagent des eaux, comme le Rio Grande entre les États-Unis et le Mexique. Et auparavant, mais toujours, il y avait l'Oued Melouia côté nord-est du Maroc, qui a toujours constitué une frontière terrestre ou naturelle entre le Maroc et l'Algérie française, quand c'était sous la colonisation directe française, et entre le Maroc et l'Algérie moderne, ces frontières du nord-ouest ont continué, ou ces frontières naturelles ont continué à faire en quelque sorte une délimitation ou une limite entre le Maroc et l'Algérie.
Mais bien sûr, la modification de ces lignes d'une manière naturelle, en fait, ça peut provoquer des conflits entre États voisins. Et là, il y a un exemple qu'on peut donner dans l'histoire des relations internationales. Il s'agit de, en fait, un conflit qui était éclaté entre l'ex-Union soviétique et la Chine, puisqu'il y avait un fleuve, le fleuve Amour, qui séparait ou qui constituait une frontière naturelle entre les deux États, sauf que à un certain moment, elle a changé le cours de son lit. Elle a changé, ce qui fait que dans ce cas-là, un conflit peut très vite s'éclater entre ces États, tant que les frontières ne sont pas vraiment délimitées d'une manière un peu géométrique. Donc c'est pour cela qu'il existe aussi des frontières qui sont artificielles. On va dessiner des lignes droites, des courbes géométriques, et ainsi de suite. Voilà, donc quand il y a une absence de limite naturelle ou de frontières naturelles, on peut toujours recourir à une délimitation artificielle, et c'est ce qui se fait souvent, puisque c'est en fait, ou c'est-à-dire si on remarque ou si on observe la majorité des pays africains, c'est-à-dire si on observe la carte de l'Afrique, on trouvera que il y a beaucoup de formes géométriques, ce qui fait, en fait, ce qui signifie qu'il y avait un partage un peu artificiel de frontières. Et cela constitue un héritage, en fait, du partage de 1895 entre les puissances coloniales. En ce qui concerne les frontières maritimes, j'avais dit que il existe des frontières maritimes et qui peuvent aussi susciter lors de leur délimitation une certaine difficulté, puisque il y a certains États qui peuvent fixer unilatéralement ou d'une manière unilatérale leurs frontières maritimes, ce qui fait que ça peut provoquer bien sûr des conflits s'il n'y a pas d'entente avec leurs voisins. J'avais parlé tout à l'heure de la question des 12 000 marins nautiques. En fait, un mile marin est l'équivalent de 1 km 852 mètres. C'est 1852 mètres. Si vous vous rappelez, dans la mémoire sportive marocaine, nous avons eu des athlètes qui étaient spécialisés un peu dans ces distances-là. Il y avait notamment Saïd Aoueta et Hicham El-Grouch. Donc, il faisait les 1500 mètres, mais il faisait aussi le mile. Et le mile, c'est un peu plus que les 1500 mètres. Ça veut dire 1852 mètres. Là, c'est les 12 miles, si on peut dire, 12 miles marins. Alors, et j'avais dit que les frontières de l'État s'étendent aussi, ou peuvent s'étendre à 200 000 marins nautiques. Et cette
zone des 200 000 marins nautiques, l'État peut exercer en particulier le droit d'exploitation et de protection des ressources naturelles. C'est une zone économique exclusive, mais ce n'est pas une zone de souveraineté. Et au-delà, il y a ce qu'on peut appeler la haute mer. Et la haute mer est accessible à tous les États. Donc on peut la considérer comme un patrimoine commun de l'humanité. En ce qui concerne le territoire aérien, ou les frontières aériennes, elles sont constituées par l'espace situé au-dessus du territoire terrestre et maritime, à l'exception de territoire ou de l'espace, à l'exception de l'espace atmosphérique qui est considéré comme, ou à l'image de l'Antarctique, qui est un espace internationalisé et démilitarisé afin de favoriser la recherche scientifique. Donc, si je peux m'expliquer un peu plus, la souveraineté de l'État s'arrête à la limite entre l'espace atmosphérique et extra-atmosphérique. C'est à peu près environ 110 km de la Terre. À peu près 110 km de la Terre. C'est en fait une zone, normalement, où aucun aéronef, c'est-à-dire aucun objet volant, ne peut dépasser, à l'exception bien sûr des satellites. C'est-à-dire si on prend un avion, il ne peut pas dépasser ces 110 km de la Terre. Et cet espace extra-atmosphérique, comme j'ai dit tout à l'heure, répond à un régime juridique qui est défini par une résolution de l'Assemblée générale en 1963 et plusieurs traités, dont celui de 1967. Il s'agit là de traité de l'espace. Il s'agit là de traité de l'espace. En fait, cet espace extra-atmosphérique repose sur la liberté d'exploitation pour les États et la non-appropriation nationale. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un espace qui appartient à toute l'humanité, mais on ne peut pas s'approprier cet espace-là. Et il faut l'exploiter pour le bien commun de l'humanité. Alors que la Lune, elle est considérée comme patrimoine commun de l'humanité